Euh, le thème, je vais parler français par respect à nos invités qui ne comprennent pas le Rotna. Le thème réforme de l'éducation. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas aujourd'hui un programme de réforme de l'éducation. Depuis 40 ans à peu près. Pourtant, il y a toujours des problèmes. Demandez à n'importe qui, dès que vous soulevez le problème de l'éducation, comme dans notre pays, vous avez tout de suite toute une série d'interventions spontanées. Le parent d'élève va vous dire les instituteurs des instituteurs ne valent rien, ils sont en train de nous piquer notre argent en imposant des études pour nos enfants, violence à l'école, niveau, on nous impose l'arabe pour des raisons presque idéologiques depuis de nombreux gouvernements, alors que 99% des sites web sont en anglais. L'université, le niveau est de plus en plus bas. Quelqu'un vous dira que moi je suis bac plus 5 et c'est mon père qui n'a pas eu le bac qui me corrige mon mémoire. Donc le problème de la réforme a toujours été, et c'est devenu presque une mode d'ailleurs, c'est curieux, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer, il faut de l'argent pour améliorer les conditions de l'enseignement, et il faut écouter les syndicats des instituteurs, des professeurs, il faut donner des bourses, il n'y a que des « il faut ». Pourtant, le problème est toujours le même, et dans notre pays, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, je trouve que c'est de mal en pire. Je le vois, moi, je suis fier de dire que je suis le produit tunisien, quasiment à 100%, puisque j'ai étudié jusqu'à l'université. Je viens d'un milieu très modeste, alhamdoulilah, mais c'est mon pays qui m'a enseigné, qui m'a protégé, qui m'a donné toutes les possibilités dans un système public, gratuit, universel, mixte, pour que je puisse réussir, même à la Sorbonne et même à Harvard. Pourquoi est-ce que ce système, qui est tout le temps remis en cause, réforme, 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 ne produit plus, en toute modestie, nous sommes des milliers, je ne suis pas un cas à part, ne produit plus ça? Pourquoi? Et même si, depuis 40 ans, tout le monde parle de réforme, il n'y a pas d'évolution. À mon humble avis, c'est parce qu'il y a une question fondamentale qui n'a pas été posée, et il y a une démarche critique et cruciale qui n'a pas été faite, c'est qu'on n'a pas demandé l'avis de l'étudiant, d'abord, et on n'a pas essayé de nous concentrer sur l'intérêt de l'élève. Et tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura jamais de solution. On aura des tas de nouveaux programmes de réforme tout le temps, mais il n'y aura pas de solution. Alors, je voudrais revenir juste 2 ou 3 définitions. Donc, on m'a demandé de parler de la réforme de l'éducation. D'abord, pourquoi réforme? Peut-être qu'il faut parler de révolution. Je sais, Zine me révolution. Mais c'est peut-être ça ce qu'il faut faire. Réformer, c'est en général toucher à quelque chose qui, dans son principe, dans son axe central, marche plus ou moins. Sinon, on parle de révolution. Peut-être que justement, les fondamentaux de cette éducation ne sont plus bons. Peut-être qu'il faut juste mettre tout à plat et proposer autre chose. Réforme, révolution, ça peut être un simple entretien. Il y a des pays qui n'ont jamais parlé de réforme, de révolution de l'éducation, et ça marche merveilleusement bien, mais il y a un entretien, comme une machine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tout le temps concentrés sur comment améliorer au jour le jour, comment intégrer la vraie révolution numérique à l'école. Comment intégrer ce phénomène de globalisation à l'école? Comment intégrer
Par globalisation, j'inclus tout, hein, même évidemment les télés satellitaires, etc., etc. L'importance de l'anglais dans l'école, dans des pays dont la langue principale n'est pas l'anglais. Donc c'est ça l'entretien, c'est-à-dire que vous avez un système qui marche plus ou moins, qui produit des résultats qui sont satisfaisants. La Tunisie, jusqu'à il y a à peu près 25 ans, était classée parmi les meilleurs pays au monde en termes de taux de pénétration, en termes de présence éducationnelle, en termes de niveau, de qualité. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on est numéro 70. L'Égypte est classée 7e en université, l'Égypte. L'Algérie, 21e. Et la Tunisie, 70. Et on le voit, je le vois, à tous les niveaux. Donc, pour chacun de nous, si on veut réfléchir à cette histoire de réforme de l'éducation, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense ou qu'on le dise, et ce n'est jamais juste quelque chose de bien ponctuel. Alors là, tout à l'heure, j'ai tourné un petit peu parmi les étudiants, donc j'ai entendu ce qu'ils disent. Alors c'est tout de suite les mêmes critiques, mais focalisées. Certains disent non, c'est les profs. C'est des mafieux, ils profitent d'une certaine situation. D'ailleurs, ils ont raison, c'est une forme presque de privatisation sauvage de notre enseignement. Si vous obligez petit à petit les gens à payer l'instituteur pour des études, c'est une privatisation illégale et sauvage. Je ne vois pas d'autre chose, puisque vous bougez toute la relation éducationnelle d'un système national à un système para. C'est comme des milices. C'est des milices de l'éducation. Et ça peut être un bon titre pour un des nouveaux titres de journaux ou de revues. Donc, je voudrais avancer un petit peu plus dans cette histoire de définition. Réforme, éducation. Éducation. Il y a une différence entre instruction et éducation. L'instruction, c'est apprendre la langue, écrire, lire, compter. C'est tout. Est-ce qu'une école est là pour répondre à ça comme service ou non? C'est ça une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école? Est-ce qu'on attend à ce que l'école leur apprenne à lire, à écrire et à compter? Ou est-ce qu'on s'attend à un petit peu plus? Donc il y a instruction, il y a éducation. Ce sont deux choses complètement différentes. Complètement. Dans les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés en transition, comme notre pays, si on suit tout ce qui a été fait depuis l'émancipation, depuis l'indépendance, jusqu'aux années à peu près 75-80. Parce que c'est une société en transition, l'État et la société, ce que j'appelle la communauté, interviennent dans la formation de l'individu. Donc l'école, entre autres, joue un rôle fondamental dans cette éducation. Pas l'instruction, mais l'éducation. On a tous, quand j'étais à l'école primaire, on a tous appris plus que lire, écrire et compter à l'école. Tahit al-Alam d'abord. Je réalise que j'appartiens à une nation, à un pays que je respecte. La relation avec mes amis, mes camarades. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est pas seulement une éducation intellectuelle, c'est aussi, et les gens oublient, c'est l'éducation physique. L'éducation physique est fondamentale et fait partie intégrante d'un processus d'offre éducationnelle. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend d'abord à maîtriser et à savoir quelles sont les limites physiques de l'individu, le respect du corps humain, le respect du principe de la competition, de la compétition, le fair play.
et une certaine relation sociale, un certain système de coexistence. Et ça, c'est l'éducation. On apprend ce que les Anglais appellent street smart. C'est quoi street smart? C'est l'individu qui vit dans une communauté, dans sa société, mais qui est très conscient de tout ce qui se passe. C'est une forme d'intelligence, mais qui n'a rien à voir avec l'instruction, mais qui est née parce que quelqu'un, dans sa famille, dans sa société, dans sa communauté, avec un minimum d'affection autour de lui et d'échange, et puis un bagage, bien sûr, intellectuel de base, apprend à se débrouiller dans la vie. J'ai une histoire pour vous l'illustrer. C'est ce fameux professeur qui a découvert une théorie extrêmement complexe et qui a été appelé à faire le tour du pays pour faire des conférences comme là sur sa nouvelle découverte. Et donc il faisait le tour avec son chauffeur. Et au bout de la 8e conférence, un soir, il a vu que son prof était un peu fatigué, il avait un début de rhume. Alors, il se tourne vers le chauffeur, il lui dit « Tu sais, je ne suis pas bien ce soir. Ça fait 8 cours qu'on fait ensemble. Je suis sûr que tu connais par cœur ce que je dis, puisque je répète toujours la même chose. Pourquoi est-ce que tu ne me représentes pas ce soir? Je vais mettre ton képi, je vais me mettre tout au fond de la salle. Et tu vas faire la conférence. Et puis bon, ils ne me connaissent pas, donc tu peux passer pour. Il dit, vous êtes sûr, monsieur le professeur? Il lui a dit, on va le faire. C'est ce qui s'est passé. La conférence se passe merveilleusement bien, presque même mieux que si c'était le prof qui allait la donner. Les mêmes questions, vous savez, c'est plus ou moins les mêmes questions qui sont posées. Il y répond parce qu'il a suivi ça. Et au moment de clore, il y a un jeune qui lève le doigt, qui pose une question. Le problème, c'est que cette question n'a jamais été posée auparavant. Et c'était une question tellement complexe que c'est la panique à bord, parce que le prof, derrière, sait que c'est très grave, parce que c'est une question très complexe, et il n'y a que lui qui peut y répondre, et que sa réputation est en jeu. Alors il commence à transpirer, et il ne savait pas quoi faire. Le chauffeur, très calmement, se tourne vers le jeune, il lui dit « Mais excusez-moi, vous avez assisté à ma conférence ?» Il lui dit « Mais oui, monsieur le professeur, je ne vis que pour vos théories, je vous connais, je connais tous vos écrits, etc. » Il lui a dit « Mais ça n'a pas l'air, parce que si vous aviez vraiment suivi ce que j'ai dit, vous n'auriez pas posé cette question si bête et si simple. Elle est tellement simple que je vais demander à mon chauffeur au fond de la classe pour y répondre. » Bon, vous allez dire, c'est un chauffeur, peut-être qu'il n'est pas instruit, mais il est très éduqué. C'est quelqu'un qui a énormément d'atouts, ça veut dire qu'il a écouté les conférences, qu'il a une capacité d'imiter, de rythmer une communication, et il a suffisamment de sang-froid, de flair, pour pouvoir s'en sortir dans des conditions les plus difficiles. L'objet et l'objectif d'une éducation, c'est ça. C'est ça. C'est cette capacité de créativité, cette possibilité de s'adapter à toutes les circonstances. Donc, imaginez ce chauffeur si, en plus, il avait une instruction de première catégorie, si, en plus, il est suivi, si, en plus, il est capable de s'épanouir et de s'exprimer. Bon, donc, je voulais juste, à bâton rompu, vraiment vous parler de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en Tunisie? Chez nous, maintenant qu'il y a une révolution, qu'on appelle une révolution, pour moi, c'est beaucoup plus la première phase. Je sais qu'on est tous fatigués de cette révolution, mais je vous le dis, c'est la première phase de la vraie révolution. On a juste
je ne sais pas, abattu peut-être la première enceinte, les premières portes qui ont été gardées par des gens qui ont exclu le peuple, nous, et ils ont pratiqué, et pas seulement en Tunisie, d'ailleurs, ailleurs, une politique, au lieu qu'elle soit inclusive, elle est extractive et exclusive. La vraie révolution, c'est l'éducation. Et on va mesurer le succès de cette libération, de cette première étape, à l'éducation. Si on est capable de mettre en place un système qui soit structuré d'abord au niveau de l'individu, de l'enfant, parce que une société est composée d'individus, qu'on le veuille ou non, j'ai rien contre mes amis communistes, trotskistes et compagnie, mais l'individu, c'est l'élément central, dans le cadre de sa famille, dans le cadre de sa communauté. Si on envisage une politique qui est basée sur l'enfant, pour pouvoir espérer dans 20 ans trouver une solution, alors ça sera réussi. Et ma fondation travaille sur ce thème tous les jours, parce qu'on croit à l'éducation. Je pense que l'avenir de notre pays, c'est l'éducation. Si on commence aujourd'hui, c'est pour avoir des retours dans 20 ans. Évidemment, ce n'est pas très, très intéressant pour des politiciens parce que, d'abord, les enfants ne votent pas. Nous, on en transporte 4800 demain matin, personne ne vote, mais ce n'est pas grave. Dans 20 ans, ils seront capables de contribuer à une Tunisie qui sera éduquée, dont l'infrastructure, la vraie infrastructure, sera formée de ressources humaines valables et productives. J'avais des slides, mais je ne vais pas vous les montrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En revanche, on va les poster sur notre site almadania.org dans le cadre d'un travail qu'on fait qui s'appelle Tunisie, d'ailleurs 2025, parce qu'on est en train de réfléchir. Et c'est une société civile qui vous parle, c'est-à-dire nous. Quelle possibilité dans l'avenir d'avoir un projet commun au centre duquel il y a le citoyen, l'individu, et au centre duquel l'éducation, mais une nouvelle éducation, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais autour du client. Considérons l'élève comme un client et fournissons le service qu'il faut, valorisons la valeur, le métier d'un instituteur, contribuons tous à un environnement capable de vraiment donner ce service. Ouvrons-nous aux nouvelles technologies, Internet par exemple. La nouvelle université, elle est dans un PC. Elle est là pour nous permettre d'interagir, mais elle est sur un PC. Et puis, dialoguons, parce que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dépend de nous aujourd'hui. Merci.